Bonjour les amis, j'ai le plaisir d'accueillir comme nouveau sponsor de Métamorphose la marque Cure, une marque de compléments alimentaires formulée en France et conçue pour s'adapter à vos besoins du moment. Que vous soyez stressé, fatigué ou simplement excité par la rentrée, Cure a forcément la solution qu'il vous faut. Si par exemple la rentrée est une source d'anxiété pour vous, Cure saura vous accompagner pour vivre cette période en toute sérénité grâce à la synergie des plantes adaptogènes comme la rhodiola et des minéraux essentiels comme le magnésium. Cure allie la qualité et efficacité pour votre plus grand bien. Cure va même plus loin et propose un tout nouveau programme de compléments alimentaires conçu sur 3 mois et clé en main pour un automne sans stress. Et le vrai plus avec Cure, c'est la façon dont les actifs sont sélectionnés, toujours en s'appuyant sur des experts qui recherchent les meilleurs ingrédients à travers le monde pour garantir une efficacité optimale, une qualité irréprochable et un sourcing responsable, c'est très important. Vous retrouverez toutes les infos sur le site de Cure, CUURE.com. De plus, avec le code Métamorphose, vous bénéficierez de moins 30% sur votre première commande. Alors les amis, je vous souhaite une excellente rentrée avec Cure. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Vos enfants sont devenus adultes et vous vous demandez quelle place est la vôtre désormais dans leur vie. Aujourd'hui, nous vous donnons les clés d'une relation épanouie et enrichissante entre parents et enfants devenus des adultes ou comment acter face à ces enfants adultes la séparation, la juste distance et le réajustement. Mon invité est psychopraticien d'inspiration jungienne, spécialiste reconnu et renommé de l'enfant intérieur. Et avec Marie-France, son épouse, que je salue au passage, ils ont déjà, en 34 ans de pratique, accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes en individuel, en couple, en famille ou en groupe. Dans le dernier livre qu'ils ont coécrit, « Vos enfants ne sont plus vos enfants », publié aux éditions Erol, ils décortiquent le système familial et proposent des outils concrets pour adopter une parentalité juste et respectueuse et réinventer le lien parents-enfants devenus adultes. Je suis très heureuse de recevoir à nouveau, pour la 3e fois dans Métamorphose, Emmanuel Ballet de Cocremont. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, nous avions déjà fait un épisode sur intégrer son enfant intérieur, puisque je venais de le rappeler en introduction, Marie-France et toi êtes vraiment des spécialistes reconnus au plan européen sur les travaux de l'enfant intérieur. D'ailleurs, vous avez publié aussi un livre chez Erol sur ce sujet. Et puis la dernière fois, tu étais venue pour parler, et c'était avec Marie-France d'ailleurs, vos parents ne sont plus vos parents. Et cette fois-ci, c'est un peu différent puisque ce livre s'intitule « Vos enfants ne sont plus vos enfants », publié toujours chez Erol. Qu'est-ce qui vous a d'abord donné envie d'écrire un peu, on pourrait dire, comme une sorte de suite du premier livre, même si les deux, c'est un diptyque, mais peuvent se lire évidemment indépendamment? Oui, tout à fait. Mais suite au premier livre, donc « Vos parents ne sont plus vos parents », qui a eu beaucoup de succès, de nombreux parents voulaient vraiment d'autres éléments, d'autres contenus pour avoir des clés plus adaptées finalement à leur propre position de parents. D'où l'idée d'écrire une suite, mais qui se lit indépendamment. Vos enfants ne sont plus vos enfants. Alors, pendant cette interview, je le précise, on se tutoie, mais parfois il m'arrivera d'employer le « vous » puisque je parlerai de ce que vous avez écrit, Marie-France et toi, Emmanuel, pour nos auditeurs. Alors, peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous préciser la différence que vous faites entre parentalité et filiation? En quoi cette distinction peut être importante pour notre sujet? Oui, alors elle est essentielle. La filiation, c'est finalement le fait de naître de parents. Donc en fait, la filiation, elle est par le sang, elle est par la naissance. Et en termes de filiation, on reste toujours le parent de et l'enfant de. Et tout le développement de cette notion dans nos 2 livres, mais surtout dans celui-ci sur l'ex-parentalité, consiste à bien prendre conscience que la fonction parentale, elle, qui donc occupe ce qu'on appelle la parentalité, eh bien, est à durée déterminée.
Donc finalement, au niveau de la parentalité, on devient, une fois adulte, ex-parent et ex-enfant. Alors, on va y revenir sur cette idée d'ex-parent. Avant ça, pourquoi le lien parent-enfant devenu adulte est un champ un peu oublié finalement de la psychologie? Vous revenez dessus dans cet ouvrage. Oui, c'est ce qu'on avait constaté déjà avec la parution de notre premier Mmh. livre, c'est-à-dire que c'est un domaine qui est essentiel parce qu'on constate beaucoup de tensions, de souffrances relationnelles dans la relation entre parents et enfants à l'âge adulte, et il y a très peu d'écrits en fait sur la question. Et donc l'idée, c'était d'amener finalement une réflexion qui manque sur comment fait-on évoluer cette relation, qui est une relation fondamentale, et qui, à l'âge adulte, nécessairement se transforme et ne peut plus être la même. On ne peut pas être parent d'un adulte, en fait. Et on ne peut pas rester l'enfant de ses parents à l'âge adulte. Donc comment faire évoluer ce lien? Quelle nouvelle relation créer? C'est tout l'enjeu de ce nouveau livre aussi, Vos enfants ne sont plus vos enfants. Cette terminologie d'ailleurs d'ex-parent, d'où vient-elle? Bah, en fait, finalement, c'est comme quand on divorce, on parle de son ex. Et j'ai eu l'idée de dire, ben, on est un ex-parent, on est un ex-enfant, c'est-à-dire que c'est vraiment ces fonctions qu'on a occupées qui n'ont plus lieu d'être, mais c'est aussi l'idée qu'évidemment, la relation ne peut plus être la même et ne doit pas être la même. Mmh. Ça poserait d'ailleurs cette question, est-ce que faut-il à un moment donné arrêter de se faire appeler papa-maman par ses enfants? Alors, c'est assez complexe parce qu'en réalité, il y a aussi différents types de liens. Si la fonction parentale, elle prend fin, le lien de filiation perdure. Donc, en fait, au niveau affectif, on peut avoir une proximité qui fait qu'on peut continuer à appeler son parent papa, maman. Moi, personnellement, j'appelle mon père papa, hein. Mais c'est pas parce qu'on l'appelle papa qu'on reste l'enfant d'eux, en fait, en termes affectifs et émotionnels. Et c'est ça la question. Mmh. On peut nommer son père ou sa mère papa, maman, parce que ça dénote, ça parle de ce lien affectif que l'on a, sans pour autant rester dans une forme d'immaturité émotionnelle et affective, comme un éternel enfant face à son parent. Alors justement, qu'est-ce qu'une parentalité mal ajustée avec un enfant devenu adulte? Et puis on reviendra évidemment dans cette interview plus longuement sur toutes ces notions et notamment aussi des jeunes adultes, de l'adulte en émergence, en devenir, qui est la phase un peu entre 18 et 28 ans, on va dire ça de manière un peu, voilà, un peu large. Qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence, cette forme d'immaturité dans la parentalité que vous avez pu, vous, observer, concrètement dans votre cabinet? Des liens qui sont mal ajustés? Alors, au niveau du parent, l'idée de rester, parent à vie pose un certain nombre de difficultés, entre autres en termes d'individuation. C'est-à-dire que c'est comme, si, en voulant rester un parent toute sa vie, on bloque un petit peu son processus, de croissance. On ne continue pas à être la personne, on ne continue pas à construire la personne que l'on est profondément et fondamentalement, parce qu'on continue à mettre une grande énergie dans une fonction qui n'a plus lieu d'être, mais qu'on continue à occuper. Donc ça, c'est un peu le problème au niveau du parent. Au niveau de l'enfant, de l'ex-enfant, une fois adulte, on peut rester très conforme à travers diverses loyautés, très conforme à une image, on pourrait dire amoindrie, limitée de soi-même, parce que sans même s'en rendre compte, on reste conforme à l'image que les parents ont créée de nous. Finalement, une grande difficulté pour l'enfant que nous avons été, c'est de sortir de l'image que les parents ont créée de nous-mêmes. Parce que l'enfant se construit à travers le regard de ses parents. Et finalement, l'enfant, bien qu'il essaye d'exister et envoie des signaux très clairs sur qui il est profondément, sur sa nature, finalement, il collabore aussi par loyauté à l'idée d'être le plus conforme au regard que son parent porte sur lui, à ce que son parent attend de lui. Et donc, c'est ce qui fait qu'en tant qu'adulte, on peut finalement rester très infantile dans cette vision de soi-même face à son parent, si on n'a pas réussi à s'émanciper de cet enfant que les parents ont voulu créer, mais qui n'existe pas. C'est une image fantasmée, c'est une image rêvée. Parfois, c'est une image aussi dégradée, hein. Oui. On reviendra justement sur ces loyautés et comment on peut aller à la rencontre pour les débusquer. Avant ça, en préambule, il y a eu de nombreux débats sur l'éducation positive, sur faut-il une éducation plus autoritaire?
Et vous faites un peu le point dans cet ouvrage sur ces typologies d'éducation en disant que dans les deux cas, il y a toujours un présupposé qui est l'immaturité de l'enfant. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces débats ? Oui, ça c'est finalement très important. Il ne s'agit pas évidemment de condamner ce qui est le cœur même de la parentalité positive, qui est que grâce au progrès de la parentalité, il est évident qu'aujourd'hui, la nécessité d'une parentalité axée sur le bien-être des enfants s'est imposée. Et donc l'enfant est reconnu comme un être de besoin. Et ça, c'est une chose fondamentale, et on sait dans le monde, et on voit encore dans le monde à quel point tout ça n'est pas encore évidemment complètement intégré. Mais ce qui passe à l'est finalement, y compris chez les personnes qui promeuvent une parentalité positive, c'est que malgré cela, l'immaturité de l'enfant, l'image immature de l'enfant résiste en fait. Et cette image, elle est erronée parce que on met dans l'ombre une autre caractéristique de l'enfant, c'est que l'enfant n'est pas qu'un être de besoin, c'est aussi un être de compétence. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre que l'enfant a une intelligence intuitive, a des qualités relationnelles inouïes dont les parents et le système familial ont absolument besoin. Et en insistant toujours sur l'immaturité du parent, on voit aujourd'hui le développement d'une hyperparentalité qui défend l'idée qu'il faudrait donner le maximum aux enfants pour qu'ils grandissent. Et on oublie finalement l'aspect le plus important, c'est que les adultes doivent apprendre à recevoir de l'enfant et être conscients de ce qu'ils reçoivent, de cette intelligence intuitive, de ces qualités relationnelles, de cette empathie, de ce sens de la collaboration aussi naturelle qu'ont les enfants. Donc il y a quelque chose de peut-être plus équilibré, il y a un déséquilibre, mais forcément parce qu'il y a quand même un adulte d'un côté et un enfant de l'autre, mais il n'est pas forcément sur cet aspect d'immaturité comme on a tendance à le croire, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire qu'on insiste trop sur les aspects immatures de l'enfant pour ne pas relever en fait comment l'enfant est un acteur, une personne à part entière. Il n'est pas un humain inachevé, il est une personne, un sujet à part entière. Sa nature enfantine est spécifique, mais il apporte en fait à ses parents et à la dynamique familiale des choses fondamentales. C'est pour ça que dans le livre, je parle de cette double asymétrie, c'est-à-dire l'asymétrie qui est reconnue, qui est classique, c'est-à-dire celle que le parent est l'adulte, et donc l'enfant forcément a besoin d'un adulte pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre, etc. Mais l'asymétrie cachée, c'est celle qui consiste à voir aussi l'enfant comme un expert de la relation. Et cette expertise de la relation que possède l'enfant va nécessiter que le parent apprenne souvent dans la relation avec son enfant à être un apprenant, c'est-à-dire à observer, à apprendre en fait ce qui, dans cette nature enfantine, livre des clés, des solutions inattendues à beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de thérapeutes familiaux reconnaissent que si on laisse la parole à l'enfant va pouvoir avoir une vision des problèmes de la famille et apporter des solutions qui sont complètement inattendues et surtout essentielles, en fait, fondamentales. Et on ne mélange pas, vous le reprécisez, enfantine et infantile. Hein, voilà. Ça, c'est aussi important. Alors, qu'est-ce qu'est la règle des 30-70 qui résonne, je trouve, avec l'idée qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Finalement, vous dites dans cet ouvrage que la fonction parentale n'a pas besoin d'être aussi prégnante que l'on imagine. Oui, tout à fait. Cette règle des 30-70, on peut l'appliquer à différents niveaux, différentes échelles de la relation parent-enfant. On s'est rendu compte que pour qu'un enfant ressente un attachement suffisamment sécure à son parent, il lui faut simplement à peu près 30% de relation en termes qualitatives. Donc ça signifie qu'en fait, la plupart des parents s'enferment dans une fonction qu'ils mobilisent beaucoup trop. Comme si pour être un bon parent, et encore on reviendra sur la notion de bon parent parce que je remets beaucoup ce terme en cause, il fallait être 100% parent. Or en fait pas du tout. Un enfant, on pourrait dire, a besoin à peu près d'un parent à 30% du temps. La plupart du temps, pour les 70% du temps restant, il a besoin d'une personne humaine, de la personne humaine qu'est son parent. Et c'est à travers la personne humaine qu'est son parent qu'il apprend beaucoup plus qu'à travers la fonction. On s'est rendu compte aussi que les enfants appréhendent très mal en fait ce qu'est une fonction. Ils sont en lien avec la personne. Le lien nous attache à une personne, pas à une fonction.
Ce qui signifie, c'est pour ça que dans le livre, je parle de la nécessité de lâcher souvent son masque parental. Parce que souvent, l'enfant ne se sent pas en lien quand il est face à une fonction qui est trop rigide, trop habitée, et derrière lequel se dissimule la personne, en fait. C'est pourquoi beaucoup d'enfants écornent, on pourrait dire, la fonction parentale, non pas parce qu'ils ont un problème à l'autorité ou qu'ils ne reconnaissent pas la validité de cette fonction, mais parce qu'ils ne voient plus la personne qui se cache derrière. Les enfants attaquent le parent quand le parent n'est plus suffisamment, ne dévoile plus suffisamment la personne en fait qu'il est, avec ses qualités, ses ressources, mais aussi ses limites. Ils sentent en fait le défaut d'authenticité. Ils ont des antennes qui sont très développées. Oui, tout à fait. Françoise Dolto disait que l'enfant intuitionne la vérité. Donc on pourrait même dire que l'enfant voit l'être en profondeur, voit la personne. Et c'est ce dont il a besoin pour grandir. D'ailleurs, revenons sur le fameux mythe, c'est pas un mythe, qui est très répandu en psychologie, qui est il faut une mère suffisamment bonne, de cette bonne mère et de ce bon père. Et donc ça, vous en parlez aussi en redécortiquant un peu ces concepts. On peut peut-être venir dessus. Alors, on va pas être que sur des choses théoriques, mais quand même, c'est intéressant peut-être de débunker certaines choses. Dans ma pratique, je me rends compte que plus les parents essayent d'être bons, plus ils sont mauvais. Quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu pour être un parent suffisamment ajusté à son enfant n'est pas celui que l'on croit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir ou de développer des qualités parentales incroyables qui permettraient d'être à l'écoute et de suffisamment nourrir son enfant. C'est pour ça que Winnicott, à un moment, a parlé de suffisamment bonne, parce que déjà, Winnicott montrait qu'on n'est jamais suffisamment bon pour nourrir entièrement son enfant. Mais notre réflexion va plus loin. Elle dit aussi que l'enfant n'a pas besoin d'être seulement nourri, il a besoin d'être reçu. Et donc, ça signifie qu'un parent n'a pas à être bon, il a surtout à se préparer à la manière dont l'enfant va venir, en fait, de manière inconsciente, révéler tout ce qui est problématique, non digéré dans son propre passé. C'est-à-dire que le parent est confronté à l'histoire de son enfance, à son propre enfant intérieur, à travers les comportements de son enfant. Finalement, pour être un parent le plus ajusté à son enfant, l'idéal serait d'être conscient des limites que l'on s'impose à être soi-même et des limites qu'on continue à imposer à l'enfant en soi. D'ailleurs, à ce sujet, il y a cette évocation de l'agressivité naturelle qui n'est pas forcément mauvaise, comme on pourrait se le dire au quotidien. Alors évidemment, à ne pas confondre avec de la violence ordinaire, c'est pas du tout la même chose. Ça fait écho un peu à ce que tu viens de dire sur le parent suffisamment bon et cette authenticité. Alors, est-ce que tu peux nous le développer? Oui. On se rend compte souvent que l'enfant est toujours abordé à travers des stéréotypes, à travers une image stéréotypée qui insiste sur une immaturité. Et donc, on dit souvent l'enfant a besoin de limites. Et en fait, l'agressivité naturelle, chez l'enfant comme chez le parent, c'est ce qui permet de défendre l'intégrité du moi. Et donc, ça remet en fait en perspective la notion de limite. L'enfant n'a pas besoin de limites, l'enfant a des limites. Mais le parent lui-même a aussi des limites. Et donc, une famille, c'est un endroit où les limites de chacun sont prises en compte, sont considérées, sont prises en compte et défendues. C'est ce qui va permettre, cette agressivité naturelle, à chacun de mettre des limites pour continuer à avoir le sentiment d'être suffisamment intègre. Et l'intégrité du moi, elle est fondamentale parce que c'est à l'intérieur de cette intégrité que va se développer l'amour de soi, la confiance et l'estime. Donc l'agressivité naturelle, c'est une force fondamentale, aussi fondamentale que notre vitalité. Et elle nous permet de défendre notre territoire. Et j'insiste souvent, je dis souvent aux parents que j'accompagne, mais défendez vos limites, défendez votre territoire. Parce que vous allez comme ça apprendre à l'enfant à accepter qu'il est légitime à défendre ses propres limites, son propre territoire. Je me souviens d'un papa qui avait une petite fille de 4 ans et qui était en souffrance, et il vient me voir parce qu'il me dit, voilà, ma fille ne m'aime pas. Alors je dis, mais à quoi tu vois que ta fille ne t'aime pas? Chaque fois que je veux lui faire des câlins, que je veux lui faire des bisous, elle fait beurre, elle montre beaucoup de dégoût et elle me repousse. Et c'est systématique. Et il me dit, sa mère n'a aucun problème, elle lui fait des câlins, etc. Et moi, chaque fois que je veux lui faire des câlins, ça ne passe pas.
Et en explorant un petit peu ce qui se passe, en fait, cet homme, ce jeune père, a découvert qu'en réalité, il était en train de vouloir compenser son propre manque d'affection qu'il avait subi dans l'enfance, et il donnait tout ce qu'il n'avait pas reçu. Et sa fille, en fait, en le mettant à distance et en lui montrant ce dégoût, ne lui signifiait qu'une seule chose, c'est-à-dire « ton amour ne m'aime pas ». Et elle lui disait d'une certaine manière, si tu m'aimes, ne m'aime pas. C'est-à-dire, si tu m'aimes, arrête de vouloir me faire des bisous, des goulinants, arrête de vouloir toujours être sur mon dos, parce que ça, c'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour toi. Et une petite fille de 4 ans le dit pas avec des mots, elle le dit à travers des gestes, à travers des comportements. Quand le père a compris ça et qu'il a un peu mieux pris soin de son enfant intérieur, l'affection de sa fille est devenue tout à fait normale, débordant, comme une petite fille aime son parent. Et on voit donc que là, quelque part, cette petite fille de 4 ans utilisait de son agressivité naturelle pour mettre une limite, pour défendre sa limite d'abord, mais aussi pour mettre une limite et quelque part recadrer son parent pour que son intention d'amour soit plus juste. Intéressant. Alors, c'est aussi intéressant quand on a affaire à soit des adolescents, soit des jeunes adultes. Et c'est quand même la question à laquelle j'aimerais bien que tu répondes. C'est à partir de quel moment on devient un ex-parent? Il y a cette zone un peu grise, on le disait tout à l'heure, entre 18 et 28, où l'adulte, le jeune est déjà adulte, puisque la majorité est là. Mais il peut être encore à charge financière des parents, étudiants, peut-être pour certains encore vivant dans le foyer, etc. Alors, on est dans une zone un peu entre deux, là. Oui, j'ai repris une notion, une étape, en fait, du développement psychosocial de l'être humain qui n'est pas très développée, en fait, généralement. C'est ce qu'on appelle donc l'adulte en émergence. C'est cette phase qui suit l'adolescence et qui débute donc à peu près vers 18 ans et qui se termine vers 28 ans. Et c'est intéressant parce que 28 ans, on s'est rendu compte au niveau des neurosciences que ça correspond à peu près au moment où le cerveau est pleinement mature. Donc entre 18 et 28 ans, on a une phase où on ne peut pas dire qu'on n'est pas encore le parent, en fait, de son enfant. Mais cette parentalité, elle est très différente de ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que déjà à l'adolescence, une forme de séparation et de différenciation s'est mise en place. Mais c'est sûr qu'entre 18 et 28, les parents peuvent être présents non pas pour soutenir l'enfant, enfin le jeune adulte, mais pour, quelque part, le renvoyer à lui-même. On revient à cette image du regard porté sur. Nous sommes des êtres de lien en tant qu'êtres humains, donc nous nous construisons à travers le regard que l'on porte aussi sur nous. Et entre 18 et 28, les parents ajustés sont des parents qui vont porter un regard pas seulement soutenant, mais surtout, je dirais, interpellant, réfléchissant sur qu'est-ce que c'est que de devenir un adulte. Et donc, en permettant aux jeunes adultes d'être confrontés à cette étape qui est quand même très difficile en réalité, de devenir autonome financièrement, de se séparer physiquement de ses parents, d'habiter ailleurs, d'engager aussi les caractéristiques qui vont faire celle de sa vie d'adulte, c'est-à-dire les relations professionnelles, les relations amicales, amoureuses, et puis la relation professionnelle, en fait. Alors, est-ce que, pour celles et ceux qui nous écoutent, on pourrait décrire un peu ce que c'est qu'un parent qui serait dans l'hyperparentalité et inversement dans l'hypoparentalité? Et puis, est-ce qu'il y a des parents qui sont naturellement ajustés ou d'une manière ou d'une autre, on est toujours un peu soit dans l'un, soit dans l'autre? Autrement dit, nous sommes imparfaits. Oui, de tout. Un parent ajusté sait qu'il est imparfait. Et un parent ajusté sait que sa fonction va prendre fin. Et donc, il sait aussi qu'il aura des comptes à rendre sur cette fonction. Des comptes à rendre, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'accueillir les reproches de ses enfants, mais d'accueillir la façon dont ils ont vécu leur enfance. Et ça, c'est fondamental. Et ça fait partie du job du parent de se préparer en tant qu'ex-parent à dire et à accueillir, quelle est la manière dont mes enfants ont vécu les choses. Et c'est ça qui va rétablir des vrais liens aimants. Moi, j'ai une mère actuellement, elle est face à ces 2 jeunes adultes qui ont 22 et 26 et qui lui disent « on ne s'est jamais senti aimé par toi ». Alors, c'est un choc parce que c'est une mère qui est persuadée d'avoir été une bonne mère, d'avoir fait tout ce qu'il fallait.
mais elle se prépare, grâce à la thérapie, à accueillir cette vérité et à entendre ce qu'elle signifie du point de vue de ses enfants pour créer un nouveau lien, en fait, où à nouveau l'amour ou la sensation d'amour peut circuler. Alors, pour revenir sur l'hyperparentalité, peut-être que le principal défaut de l'hyperparentalité, c'est ces parents qui veulent être aimants à tout prix. Et ça, je crois que c'est un défaut parce que c'est aussi un mythe de croire que dans un système familial, l'amour vient du parent. Non, l'amour vient de l'enfant. La source d'amour vient de l'enfant. Et le parent devrait apprendre davantage à recevoir l'amour. Hein. On parle souvent des blessures et on dit, voilà, les principales blessures que l'on a eues enfant, c'est de ne pas avoir été suffisamment aimé, par exemple. Mais la plupart du temps, je constate en thérapie que c'est loin d'être le cas. Les plus grandes blessures sont souvent la façon dont on n'a pas été reçu dans l'amour que l'on a porté à ses parents. Et comment on a été mis en échec, en fait, dans nos compétences d'enfant. C'est là que résident les principales blessures. Alors, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a 3 profils d'hyperparents. Il y a le parent un peu anxieux qui est, lui, à la recherche d'une sécurité parfaite pour son enfant. Donc, il fait tout pour que son enfant soit le plus en sécurité possible. Il y a aussi le parent carencé affectivement, et ça vient de son enfance, qui est à la recherche d'un bonheur parfait pour son enfant. Et puis, il y a aussi le parent, on pourrait dire frustré ou insatisfait, qui est à la recherche d'un accomplissement parfait pour son enfant. Et tous les cas d'hyperparentalité soulignent une chose. C'est ce processus psychique qui consiste à se réparer à travers ses enfants. Or, le processus qui consiste à tenter de se réparer à travers ses enfants crée d'immenses dommages, en fait. On ne peut pas se réparer à travers ses enfants. D'ailleurs, quand tu parles d'enfants, on peut parler d'enfants même très adultes, c'est-à-dire de parents qui sont déjà un peu âgés et d'adultes qui ont peut-être 50, 60 ans, 40 ans, Ah oui, etc. oui, j'ai une de mes patientes, elle a 45 ans, elle était collée à sa mère et elle continuait à jouer une fonction, à occuper une place qui ne consistait qu'à tenter de réparer les souffrances de sa mère. Et petit à petit, de manière stratégique, on met en place différentes étapes pour qu'elle se sépare, pour qu'elle ait une vie différente. Beaucoup de parents croient que leurs enfants sont leur prolongement. Mais non seulement les enfants ne sont plus nos enfants parce que la fonction parentale prend fin, mais initialement, on pourrait même dire que les enfants ne sont pas nos enfants. Un enfant n'est pas notre enfant tout simplement parce qu'on est face à une altérité. L'enfant n'est jamais notre prolongement. Et aucun parent ne peut changer la nature fondamentale de son enfant. On est donc face à un être spécifique, unique, avec qui on va tenter de créer un lien qui soit le plus ajusté pour permettre à chacun de grandir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de grandir dans la relation parent-enfant. Les adultes, le parent a besoin d'apprendre à continuer à grandir à travers la relation qu'il a avec son enfant. Et c'est là que les compétences de l'enfant sont incroyables. Car nos enfants nous poussent toujours dans nos retranchements, ils nous poussent toujours à continuer à croître en humanité. D'ailleurs, c'est une citation du prophète en exergue de votre ouvrage. Vos enfants ne sont plus vos enfants, ils sont vraiment les enfants de la vie. Quelle sagesse dans ces mots. Oui, le texte de Khalil Gibran est très connu, mais je pensais que c'était quand même important de rappeler ce texte tellement il est puissant, en fait, et dit beaucoup de choses de manière très poétique. Hein. Et on cite rarement la fin de ce passage poétique où le prophète explique que la flèche qu'est l'enfant a aussi besoin d'un arc puissant, d'un arc solide. C'est pourquoi la parentalité ne peut pas être ni une hyperparentalité, ni laxiste. Être parent, c'est apprendre à devenir un leader, ce qui est parfois difficile en fonction de notre profil d'agressivité naturelle, parce que beaucoup de parents, parfois, ne sont pas des leaders naturels, donc ils sont plus à l'écoute que dans le leadership. Malgré cela, la parentalité reste un leadership qui a besoin d'être solide, en fait. Et plus le monde est complexe, plus le monde est compliqué, et c'est le cas, plus les parents ont besoin d'être structurants, d'offrir un cadre structurant et clair aux enfants. Alors justement, l'hypoparentalité, puisqu'on l'a un peu moins décortiqué, ce serait quel type d'attitude ? Alors, l'hypoparentalité, c'est finalement le parent qui investit peu la relation à son enfant et qui, d'une certaine manière,
le laisse un petit peu grandir tout seul. Donc on a différents profils. On a le parent, ce qu'on appelle le parent labile, c'est-à-dire qui est flottant, qui change tout le temps d'avis, qui est assez incertain, donc qui n'est pas du tout structurant pour l'enfant. On a le parent indifférent, c'est-à-dire qui offre peu de soutien et un faible contrôle de l'enfant. Souvent, c'est un parent qui considère que la parentalité n'est pas importante, bien qu'il l'occupe. Et ce sont souvent des parents qui misent davantage sur leur couple. On voit souvent des enfants qui ont souffert de du couple parental parce que le couple prenait trop de place, était trop important. Et puis, il y a aussi le parent immature, permissif. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les dérives, en fait, de la parentalité positive. C'est important de dire que l'hyperparentalité n'est pas une parentalité positive, puisque c'est une parentalité extrêmement contrôlante. Mais à l'inverse, dans certaines dérives de la parentalité positive, on voit des parents qui, parce qu'ils insistent sur l'enfant comme être de besoin, considèrent que leur fonction, c'est de remplir le maximum, d'offrir le plus de soins et de remplir tous les besoins de l'enfant. Et c'est très grave parce qu'en fait, souvent, ce sont des parents qui sont en manque eux-mêmes d'affection. Et on sait aujourd'hui que les valeurs idéalisées d'amour, d'harmonie et de soins dans la parentalité sont finalement beaucoup plus totalitaires et toxiques que les valeurs jadis fondées sur la peur ou l'obéissance. Il n'y a rien de plus manipulatoire, de manipulant et de déstructurant et d'anxiogène aussi pour l'enfant que d'être manipulé par amour. Ça peut ressembler à quoi si on faisait une scène d'hyperparentalité qui serait dans ce sens-là ? Il y en a qui sont décrites à travers notamment cette série. Là, il y a des choses assez jolies, parce que parfois c'est assez cocasse quand même. C'est vrai que c'est quand même caricatural, mais ça existe. Ce couple de parents où ils sont tous embarqués ensemble dans un business. Et donc, les parents sont les patrons. Ils ont 4 ou 5 enfants, je crois, et ils font par moments une sorte de chantage affectif. Oui, le chantage affectif. Je crois que le parent qui fait référence tout le temps à l'amour qu'il porte à son enfant, c'est un parent souvent qui, sans même s'en rendre compte, est assez toxique en fait. Parce qu'il ne relève pas forcément l'amour qu'il reçoit de l'enfant et il cadenasse finalement l'agressivité naturelle de son enfant en rappelant sans cesse « mais tu sais que maman t'aime, mais si tu aimes maman, etc. » Et donc on voit comme ça une manipulation déguisée et qui est extrêmement douloureuse pour l'enfant parce que l'enfant est obligé d'aimer son parent. Et être obligé d'aimer son parent, ça tue le sentiment naturel. Je me souviens d'une mère qui est venue en séance avec son jeune fils qui je crois, j'avais 6 ans. Et elle venait parce que son enfant la frappait. Et donc en séance, la séance débute plutôt bien. Et puis, à un moment, donc l'enfant, je laisse toujours en thérapie familiale, je laisse un peu faire pour voir ce qui se passe en fait. Et donc l'enfant commence à être un petit peu autoritaire, il veut ci, il veut cela, etc. Et lorsque la mère, très très mollement, commence à dire « Oh mais non, ça c'est pas possible », à un moment il la frappe. Et donc il frappe sa mère. Et la première réponse de la mère, lorsqu'elle est frappée, c'est de dire à son « Mais tu sais que maman t'aime ». Et là, j'ai compris qu'il y avait un sérieux problème. Oui. C'est-à-dire que cette mère continue à tenter de cadenasser son enfant par l'amour, mais elle est incapable, en fait, de mettre des limites, de respecter ses propres limites. Et l'enfant, lui, n'est pas un enfant comme on croit souvent, c'est-à-dire un enfant tout puissant, qui veut le pouvoir et tout. Non, c'est un enfant qui est profondément anxieux, qui est dans un mal-être profond. Et donc, plus on aborde les choses, plus l'enfant me regarde méchamment et il finit par me dire, le petit garçon, il finit « Toi, je t'aime pas ». C'est clair. Alors, je lui dis tu sais, je comprends que tu m'aimes pas parce qu'on est quand même en train d'aborder des sujets qui sont pas très évidents et puis qui remettent en cause beaucoup de choses. Oui, il dit, et puis j'ai envie de te taper. Alors, je lui dis, écoute, si tu as envie de me taper, tu peux toujours essayer. Mais tu sais que moi, je répondrai au même niveau que tu t'adresses à moi. Donc, je te taperai aussi. Oh, alors là, l'enfant m'a regardé avec des yeux ronds. Il m'a dit, il était vraiment effaré. Et la mère était aussi effarée. Et le gamin finit par s'approcher et me frappe. Donc,
je fais la même chose, mais évidemment, je simule le coup, c'est-à-dire que je le frappe au bras, mais tout doucement, de façon à ce qu'il n'ait pas mal. Et il se met à hurler. Et là, il hurle et je lui demande, est-ce que tu as eu mal? Est-ce que je t'ai fait mal? Il dit non, mais tu n'as pas le droit de t'approcher comme ça de moi. Je dis oui, c'est très intéressant ce que tu me dis, tu as raison, on n'a pas le droit de s'approcher si près des gens comme ça. Et grâce à cet événement-là, en séance, on a pu travailler avec l'enfant et la mère sur cette notion que je développe beaucoup dans le livre, qui est cette notion de territoire personnel. Et comment, en fait, dans la parentalité, chacun a besoin de se sentir respecté dans les limites de son territoire. Et souvent, utiliser l'amour dans la parentalité, c'est une manière de nier le territoire de l'autre, de l'intruser de manière pseudo-pacifique et aimante. Et en fait, c'est une intrusion dévastatrice pour l'enfant. Et donc, la réaction de cet enfant était légitime. Il utilisait son agressivité pour dire à sa mère « ça ne va pas ce qui se passe ». Là, on revient dans cette notion de territoire aussi sur l'agressivité naturelle. Comment est-ce qu'on peut un peu tester son profil et savoir où est-ce qu'on en est par rapport à son propre territoire en tant que parent? En lisant le livre, puisque dans le livre, on propose toute une série de tests, justement, pour savoir quel est son niveau d'agressivité naturelle, mais aussi pour voir, en fait, si on est plutôt dans une désinhibition de l'agressivité naturelle dans la relation parentale, ou au contraire, une inhibition. Pour donner quelques repères, on pourrait dire que la désinhibition de l'agressivité naturelle, c'est le recours à la force, à l'obéissance, aux punitions. C'est tout ce qui vient mettre un contrôle extrême, excessif sur l'enfant. Et à l'inverse, la désinhibition de l'agressivité naturelle se dévoile chez un parent qui est toujours à l'écoute, toujours dans une réponse de soin, toujours dans une réponse en apparence bienveillante, etc. Mais en faisant ça, le parent est lui-même, en fait, dévoile à quel point il ne défend pas ses propres limites. Quelles que soient les relations, et la relation parentale est comme toutes les autres relations, les relations sont source de tension. Pourquoi? Parce que ce sont des territoires personnels qui se rencontrent et ce sont des altérités qui se rencontrent, c'est-à-dire des personnes différentes qui se rencontrent. Et donc, on est obligé de faire avec cette tension et c'est cette tension dont il ne faut pas avoir peur et qui va permettre de créer des ajustements. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parentalité absolue, il n'y a pas de recette miracle de la parentalité, parce que chaque parentalité s'invente de manière spécifique à travers le parent et l'enfant. Et on oublie souvent que le parent crée la parentalité autant que le parent. Oui, vraiment, il y a cette systémie à la fois dans le fonctionnement et dans le dysfonctionnement. Ce serait intéressant peut-être de comprendre justement le système familial. Vous utilisez tout au long du livre un peu la métaphore du soleil, avec en particulier le mythe de Phaéton. Et je ne sais pas si on le prononce comme ça d'ailleurs. Oui. Comment est-ce qu'il peut être le symbole familial du dysfonctionnement et comment repérer? Alors, moi, j'imagine qu'il n'y a pas de famille qui ne soit pas dysfonctionnelle. Les familles sont plus ou moins quand même dysfonctionnelles sur le spectre, mais toute famille a plus ou moins de dysfonctionnement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas forcément? Oui, bien sûr. Oui. Le dysfonctionnement fait partie de tous les systèmes. Enfin, c'est la nature même de tous les systèmes humains. Oui. Et il ne faut pas avoir peur du dysfonctionnement. Je me rappelle d'une famille que j'avais accueillie et franchement, en 1h30 de séance, j'ai dû dire 2 mots, j'ai dû réussir à placer 2 mots. C'était une série de réflexions, d'attaques, etc., etc. Et j'avais terminé en disant « Oh, c'est formidable, j'adore votre famille. Il y a une telle énergie qu'on va pouvoir faire des choses extraordinaires. » Donc, c'était une manière de me dire « Bon, ça dysfonctionne, mais ce dysfonctionnement, c'est peut-être un excès aussi d'une énergie qui n'arrive pas à être canalisée, qui n'arrive pas à être utilisée à bon escient. » Donc, il ne faut jamais voir le dysfonctionnement familial comme un problème, ni comme d'ailleurs un problème relevant des individus. On symptomatise beaucoup trop aujourd'hui les enfants, on symptomatise aussi les parents, mais on oublie de prendre en compte que le système familial, c'est un contexte qui est lui-même perméable à d'autres contextes extérieurs,
Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvais parents, en fait, en tant que tels. Il y a des parents qui se retrouvent à faire des choix peu adaptés ou dysfonctionnels dans certains contextes. Donc, l'idée de la thérapie familiale, c'est de recréer des contextes dans lesquels chacun est mieux reconnu dans ses ressources, mais aussi dans ses limites, et comment, du coup, on permet comme ça de créer de nouveaux ajustements. La plus grande difficulté dans la fonction parentale, c'est que c'est une fonction mouvante, en fait. On ne peut pas apprendre à être parent parce que, finalement, parent, c'est un enjeu renouvelé. C'est sans cesse une façon de s'ajuster à soi-même, à sa propre histoire, à son passé, à l'enfant qui est en soi, et s'ajuster à l'enfant qu'on a en face de soi. Et donc, ça nous rappelle une chose, c'est que la vie est en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Hein. Et chaque fois que dans les familles, on est en équilibre et que ça y est, on est paisible, on est tranquille, malheureusement, cet équilibre va à nouveau tomber, chuter, et il faudra à nouveau rentrer dans une phase de tension, de réajustement, pour retrouver un nouvel équilibre. Alors, en soi, peut-être qu'on pourrait se dire, en nous écoutant, ma foi, c'est pas très grave, il y a des dysfonctionnements, c'est comme ça que fonctionne une famille, on lave un peu notre linge sale. Là où ça devient problématique, c'est quand ça engendre de la souffrance. Parce que si je dirais que, bon an, mal an, les membres en souffrent pas trop, ou pas du tout, ça va. Oui. Cette tension fondamentale au sein des familles ne devient vraiment problématique que quand elle ne réussit pas à être réajustée, quand les membres de la famille ne réussissent pas à en faire quelque chose. Et donc là, ça génère des symptômes et de la souffrance, tout à fait. Et là, c'est important, comme quand on a mal, j'ai une otite actuellement, je vais voir le médecin, je ne vais pas rester avec cette souffrance, je vais apporter un soin. De la même manière, les familles, quand elles sont en souffrance, elles devraient consulter de manière à trouver une façon d'être accompagnées pour sortir en fait de cette souffrance. Mais beaucoup de systèmes familiaux s'enferment dans la souffrance. Et selon un principe qui est très simple, c'est que on accuse un membre, en fait. On accuse un élément du système familial. Souvent, on va accuser l'enfant. On va accuser celui qui porte le symptôme. Hein. Comme étant celui qui pose problème, celui qui n'est pas comme il faudrait. Et c'est oublier qu'en fait, les enfants n'ont pas de problème en réalité. Je dis dans mon livre, l'enfant n'est pas une île. C'est-à-dire, c'est pour rappeler que l'enfant est interrelié de manière inouïe à ses parents et à son système familial. Donc, un enfant n'a pas de problème. Un enfant peut relever d'un symptôme, peut relever d'une souffrance, mais qui appartient du coup à toute la famille. Et c'est pour ça que j'aime bien comparer la famille à une sorte d'équipe sportive, où tout le monde fait partie de la même équipe, et donc tout le monde doit travailler ensemble pour, lorsqu'il y a une souffrance, permettre à cette souffrance de disparaître, ou du moins d'être moindre. Je recevais Anne-Chantal Junot, là, qui fait des constellations systémiques et familiales, et elle parlait de cette image que je trouve aussi très bonne du mobile pour les enfants qu'on suspend au-dessus des lits. C'est-à-dire que ça bouge et tout le système, en fait, cherche une forme d'homéostasie, qu'elle soit positive ou négative, et essaye, en fait, de se remettre à sa place. C'est vraiment l'ensemble. Oui, c'est toujours l'ensemble qu'il faut considérer, tout à fait. Et moi, je suis beaucoup inspiré par un grand thérapeute qui est connu dans le monde entier, qui est un thérapeute italien, Maurizio Andolfi. Et Maurizio Andolfi, quand on le regarde travailler, on voit à quel point la clé pour lui, c'est la façon de mettre l'enfant dans sa place d'expert. Et aussi comment en fait le thérapeute a besoin d'être lui-même quelque part enfantin, pour utiliser le langage de l'enfant, pour comprendre ce que l'enfant dit. Et donc, ça signifie pour moi que chaque parent a besoin de retrouver une part de l'enfant qui vit en lui, ne serait-ce que pour réapprendre ce langage enfantin et donc mieux communiquer avec son propre enfant, avec ce qu'il révèle, ce qu'il dit, et qui peut sembler incompréhensible de l'extérieur. Dans mon livre, je donne l'exemple d'une magnifique séance de thérapie avec un petit garçon qui s'appelle Matteo. Et dans cette séance, on voit comment Matteo utilise toutes ses compétences, tout ce qui est à sa disposition pour essayer de faire entendre à ses parents qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la famille. Et il le fait de manière très ingénieuse en utilisant un dessin animé
Et les parents ont eu beaucoup de mal, en fait, ils n'ont pas réussi à comprendre ce que l'enfant disait à travers ça. Et c'est très triste, en fait. C'était une séance difficile difficile au sens triste, parce que cet enfant restait mis en échec par ses parents. Elle est très bien décrite, d'ailleurs, dans le livre. Oui. À un moment donné, il finit par dire à son père, je crois que c'est lui, viens me chercher, en fait, pendant la séance. C'est pas cette scène-là, hein. Si, tout à fait, oui. Et son père, en fait, ne comprend pas. Et puis, ça finit par se dénouer quand même. Il y a quelque chose qui arrive à se Alors, il y a quelque résoudre. chose qui se dénoue un petit peu. Et j'ai su après, au miracle, que la mère a quand même entendu, puisqu'il n'y avait que la mère présente et la grand-mère, la mère a quand même entendu que quelque chose n'allait pas. Et elle a pu entendre quand même que c'était sa propre mise en échec de sa fonction parentale. C'est elle-même qui, se croyant pas suffisamment compétente en tant que parent, qui mettait aussi le système en difficulté. Mais ce que j'ai su, et ce qui a mis en échec, qui a fait que la séance s'est clôturée et qu'on n'a pas pu poursuivre le travail, c'est que j'ai su que cette mère, en fait, attendait de sa petite fille, puisqu'elle avait une autre enfant, qu'elle soit le relais, en fait, que le fils n'arrivait pas à être. Or, miracle, la petite fille est pire que le fils. C'est-à-dire que elle ne laisse rien passer. Du coup, cette mère, confrontée à deux enfants qui ne l'épargnent pas et qui ne laissent rien passer, commence à comprendre qu'il faut qu'elle accepte qu'elle est compétente, en fait, et qu'elle commence à construire suffisamment de confiance et d'estime en elle pour endosser sa fonction. D'ailleurs, parfois, justement, tu reçois aussi la grand-mère, comme c'était le cas là, dans cette séance. J'étais surprise de me dire que c'est intéressant, il y a aussi le transgénérationnel qui rentre en jeu. Oui, on travaille toujours, en tout cas, je travaille toujours de manière tridimensionnelle, c'est-à-dire, même s'ils ne sont pas forcément présents en séance, on travaille toujours sur 3 niveaux, c'est-à-dire l'enfant, le parent et le grand-parent. Puisque les grands-parents sont aussi des ressources incroyables. Je donne plusieurs exemples dans le livre, parce qu'ils ont une place importante, en fait, aussi dans la façon d'accompagner la croissance de l'enfant. La place de grands-parents, c'est une place que moi, j'ai vécue en tant qu'enfant avec ma grand-mère qui était une personne très soutenante pour moi, valorisante et aimante. Et à travers ma propre expérience, j'ai vu combien, en fait, un grand-parent, c'était essentiel, parce que le grand-parent peut finalement offrir un lien qui est plus difficile pour le parent, parce que le parent a en charge une grande partie d'éléments éducatifs dont le grand-parent est épargné. Et donc, ça peut offrir comme ça une relation beaucoup plus profonde. Et puis, il y a plus de sagesse aussi qui peut circuler, comme ça, de transmission du grand-parent aux parents. C'est pour ça que souvent, dans les familles que je reçois, je ne suis pas très agréable quand je vois que des grands-parents sont mis dans une position simplement de nourrice, de nounou, de substituts parentaux. C'est pas acceptable, en fait, dans un système familial. Ça va forcément générer des problèmes. Tu peux préciser un peu plus, c'est-à-dire à quelle échelle? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui disent moi, je laisse de temps en temps mes enfants, mes parents. À partir de quel moment ça peut devenir problématique? Ça devient problématique quand, en fait, ce qui est mis en avant n'est pas la relation grand-parent-petit-enfant. Ce qui est mis en avant, c'est le soutien à apporter aux parents. Oui. Et donc, c'est là qu'on rentre dans une forme de substitution. Et donc, ça pose un problème parce que l'enfant... Et d'ailleurs, les enfants sont très, très vite au clair là-dessus. Les signaux classiques des enfants, c'est de dire, par exemple, aux grands-parents, « t'es pas mon parent ». Donc, quand un enfant dit ça, c'est assez clair. C'est-à-dire que là, les places ne sont pas bien occupées. Oui, chacun n'est pas à sa place. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, et puis, ça peut être parfois aussi mettre le grand... C'est une façon parfois que le grand-parent n'a pas fait le deuil de sa fonction parentale, c'est-à-dire qu'en fait, il est grand-parent, mais en réalité, il est le parent du parent, et donc il lui rappelle ce que serait être un bon parent. Donc, ça fait beaucoup de parents, en fait. Oui, ça fait beaucoup de parents, mais parfois, ce sont aussi les enfants qui, n'arrivant pas forcément à être des parents pour leurs enfants, se disent « je vais refourguer le bébé, justement, rôle-là, à mes parents, et comme ça, inconsciemment, je vais me débarrasser du problème ».
Oui, oui, c'est pour ça qu'en thérapie familiale, je travaille beaucoup sur la compétence familiale et aussi la compétence parentale. Oui. Beaucoup de parents, finalement, sont... Il y a quand même, dans notre société aujourd'hui, finalement, des injonctions faites aux parents qui sont extrêmement fortes, des injonctions qui poussent le parent souvent à devoir être parfait, à devoir faire au mieux, etc. Et c'est contre-productif parce que ça ne permet pas aux parents de développer une compétence réelle, c'est-à-dire une compétence qui s'appuie sur ses qualités, mais aussi sur ses limites. Et un parent limité n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est qu'un parent limité fasse croire qu'il ne l'est pas. Oui. Ou endosse une fonction en croyant qu'il n'est pas limité ou en faisant croire à l'enfant qu'il n'est pas limité. Donc ça pose un problème. Il y a plein de parents qui sont limités, et tant mieux, mais s'ils savent faire avec cette limite, alors c'est parfait. Oui, parce que là, on revient dans cette idée d'authenticité. Voilà. Donc, alors, si on sent qu'il peut y avoir des enjeux justement de loyauté, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans ce processus d'individuation en tant qu'adulte, en disant moi je sens que justement je suis limitée, mais j'ai envie peut-être de progresser, ou en tout cas de comprendre s'il y a des loyautés inconscientes derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on peut entamer en fait comme processus ? Oui, la première chose, c'est peut-être de bien distinguer, comme je le fais dans le livre, parce qu'en psychologie, on a tendance à mettre dans le terme loyauté à la fois les loyautés négatives, mais aussi les loyautés positives. Or, je pense que c'est bien de distinguer les loyautés positives des loyautés négatives. C'est pour ça que je n'utilise pas le terme de loyauté pour parler des loyautés positives, mais j'utilise le terme d'alliance. Donc, les loyautés, l'alliance, en fait, s'appuie sur un ajustement dans la relation. Et donc, l'alliance, elle est toujours au service d'un mouvement. Et fondamentalement, l'alliance défend l'équidignité, c'est-à-dire qu'il y a une dignité égale, qu'on soit un enfant ou un adulte. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les émotions, les pensées, les rêves, les sentiments d'un enfant ont autant de valeur, sont aussi dignes que ceux d'un adulte. Et ça, c'est fondamental pour fonder une parentalité ajustée. Les loyautés négatives, on peut dire qu'il y a 4 loyautés négatives de base. La première, c'est de maintenir la cohésion du groupe. C'est-à-dire, on voit que parfois, la loyauté a juste pour but de maintenir la cohésion, mais cette cohésion, malgré les individus. C'est-à-dire que dès qu'un individu est un petit peu hors norme, un peu différent, alors la loyauté lui intime l'ordre, lui rappelle la nécessité de rester conforme au groupe, aux valeurs, aux attentes du groupe. La deuxième loyauté problématique, c'est de garder l'illusion que l'amour est uniquement dans la famille. Ça, c'est une loyauté aussi problématique parce qu'en fait, par définition, on pourrait dire que la famille est un creuset dont il faut sortir pour aller découvrir ce qu'est l'amour. Et on découvre l'amour à l'extérieur de son système familial, pas à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que dans la famille, il n'y a pas d'amour, mais la construction de nos relations et de l'amour se fait vers l'extérieur. La troisième loyauté, c'est de conserver la hiérarchie au sein du système avec la prééminence des parents. C'est-à-dire que c'est les parents qui gouvernent, c'est les parents qui ont raison, c'est ceux qui savent ce qui est bien pour l'enfant, etc. Et puis souvent, on voit une quatrième loyauté qui est d'entretenir aussi la réussite sociale, matérielle ou intellectuelle, mais comme seul objectif louable. C'est-à-dire que donc toutes ces loyautés ont pour but, finalement, de maintenir l'individu dans un espace de conformité. Mais ces conformités qu'on impose aux individus à l'intérieur d'une famille ne vont pas être en adéquation avec ce qu'est cet individu. Et c'est là que naît une tension. La tension, c'est de demander à quelqu'un d'être autre chose que ce qu'il est. Et c'est finalement la base de tous les problèmes familiaux ou même de tous les problèmes individuels. Une tension, un écart fondamental entre ce qui est là, bien réel, que ce soit objectif ou subjectif, mais qui est là, qui correspond à notre nature profonde, et puis avec ce qui est irréel, mais qui est jugé conforme, et donc qu'on souhaite, qu'on juge satisfaisant et qu'on va chercher. Donc, c'est la principale difficulté de la parentalité, c'est d'abandonner toutes ces attentes qu'on a
sur nos enfants qu'on espère, sans même s'en rendre compte, qu'on espère être conforme en fait à soi, conforme aux images, aux valeurs, à l'idée que l'on se fait de ce qui serait le bonheur et l'épanouissement de son enfant. Or, bien sûr, l'enfant, dans son altérité, nous propose de découvrir quelque chose de nouveau. C'est comment il s'appelait, le grand psychologue du développement, son nom m'échappe, mais qui disait que finalement, nos sociétés avaient la tendance à vouloir rendre les enfants conformes au type de société dans lequel ils naissent. Et c'est là que réside quelque part quelque chose qui déraille dans l'évolution de nos sociétés, parce que par définition, que ce soit dans les familles ou dans la société, les enfants sont là pour apporter de la nouveauté, pour apporter quelque chose d'inattendu, et donc des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant. Ça, c'est intéressant. Et en même temps, quand on t'écoute, on peut se dire « Ouh là là, il faut tellement de compétences qu'il faudrait presque être psy pour comprendre tout ça et puis être dans une vigilance extrême. » Or, en fait, c'est quand les situations surgissent qu'on peut décortiquer par un bout et puis se dire « Ah ben là, je peux peut-être effectivement lâcher prise ou en tout cas mettre en conscience ce qui est en train de se dérouler, par exemple. » Je comprends tout à fait cette crainte, mais en réalité, dans mon expérience de thérapeute, la plupart du temps, ce dont je me rends compte, c'est que les dysfonctionnements, les problématiques naissent finalement d'une perte de contact avec le réel. Et donc d'une perte de contact aussi avec le bon sens. Et quelque part, en tant qu'être humain, nous sommes tellement capables de nous inventer des choses, d'inventer des récits, d'inventer des perceptions qui n'ont rien à voir avec le réel. C'est cet éloignement du réel qui pousse des parents à faire des choix ou à commettre des erreurs parfois dramatiques. Parce qu'ils ne sont pas présents, ils ne sont pas connectés à eux émotionnellement en tant qu'être humain, et ils ne sont pas présents simplement à ce qui se passe. Donc en thérapie, en ramenant les parents à un endroit tout simplement de bon sens, de connexion réelle à ce qui se passe là, ce qui est objectif ou subjectif, alors la compétence parentale réapparaît et les parents se disent « Mais comment j'ai pu faire telle ou telle chose ? C'est hallucinant !» C'est déconnecté du réel, c'est déconnecté de ce que je ressentais. Et donc les parents trouvent plus facilement qu'on ne l'imagine des solutions adaptées et en plus en collaboration avec l'enfant. Oui. J'ai une mère qui est en train de résoudre un problème familial très, très complexe, dont je parle dans le livre, puisque ses 2 enfants ont été abusés par son propre père, père qui avait abusé aussi sa sœur. Et tout ce système familial a vécu dans un déni inouï. Et cette mère, aujourd'hui, retrouve une compétence. C'est cette mère dont je parlais tout à l'heure qui, maintenant, est confrontée à ces 2 enfants qui disent « Je n'ai pas senti d'amour ». Mais forcément qu'ils n'ont pas senti d'amour, ils ont été sacrifiés, ils ont été violés par le père. Mais cette mère retrouve, en fait, l'amour. Elle retrouve ils ont été violés par le grand-père, non ? Par leur grand-père, du coup, et par son propre père à elle, du coup. Et cette mère, aujourd'hui, retrouve de la compétence, retrouve une façon d'être liée à ses enfants beaucoup plus saine et plus aimante. Mais tout simplement parce qu'en fait, elle quitte cette bulle de déni, cette construction qui marchait sur la tête pour remettre les choses à leur place. Mais alors, comment elle peut agir ? Parce qu'elle n'a pas subi les viols, puisque tu l'as dit, c'était sa sœur et ses enfants. Oui. Et Mais il y a une chose fondamentale qu'elle a fait, et ça relève de la loyauté dont on parle. Elle me disait sans arrêt que ses enfants n'avaient pas souffert des viols. Ces 2 enfants n'ont pas souffert des viols. Ils ont souffert du fait qu'elle perde son père, quelque part. Que ce soit son père qui ait fait ça. Et donc, ces 2 enfants étaient extrêmement loyaux. Ils étaient extrêmement loyaux en étant plus empathiques avec la souffrance de la mère qu'avec leur propre souffrance. Ouais, ça paraît délirant quand on lit ça, parce qu'en fait, ils essayaient de la soutenir de la perte de son père. Mais elle adhère. Oui. Voilà. Mais elle-même soutenait sa propre mère, qui était dans le déni. Donc, la première chose que j'ai demandé à cette femme, enfin, je lui ai demandé au sens où quand elle a commencé à connecter quelque chose de plus juste et de plus réel en elle, c'est je lui ai dit, tu ne peux pas laisser tes enfants dire ça.
Ils font ça par loyauté, mais c'est ça qui tue le sentiment d'amour entre vous. Non, c'est leur souffrance qui prime. Parce que c'est eux qui étaient enfants, c'est toi qui étais responsable en tant qu'adulte. Et c'est toi qui n'as pas pu les sauver ou les protéger. Donc la première chose qu'elle a faite, c'est de dire à ses enfants, vous n'avez pas à être à me protéger ou à être empathique avec ma souffrance. C'est pas ma souffrance qui est le plus important dans cette histoire. C'est votre souffrance. Oui. C'est vous qui avez subi quelque chose d'inacceptable, d'intolérable, une attaque à votre intégrité insoutenable. Donc en remettant la souffrance légitime au bon endroit, ces enfants commencent à être plus aimants. Et le premier acte, je lui ai dit, c'est très beau ce qui se passe. Alors elle l'a mal pris, elle a mal pris ce qui s'est passé, mais elle est soulagée quand je lui ai dit ça. Je lui ai dit, le premier acte d'amour que tes enfants posent, c'est qu'ils te disent pour la première fois qu'ils n'ont jamais senti d'amour de ta part. Et ça, c'est juste. C'est juste lié au trauma, en fait. Mais s'ils le disent, on sort de l'irréel. Oui, on revient sur une forme d'agressivité naturelle qui marque gentiment le territoire. Et oui, et on sort de cette famille idéalisée où on s'aime quoi qu'il soit arrivé. Non, la vérité, c'est que ces viols sont un traumatisme, ont généré un chaos, un chaos énorme dans cette famille. Et aujourd'hui, tes enfants te disent, ils n'ont jamais senti ton amour. Mais c'est normal. Mais qu'ils te le disent, c'est un acte d'amour. Parce que là, tu sors de ton déni, tu sors de l'irréel et tu peux commencer à apporter des réponses. C'est ce que tu appelles le syndrome de la petite maison à la prairie. C'est cette famille idéale qui est en fait une construction mythique, une image intérieure, mais qui est... tout cela est bien dysfonctionnel. En l'occurrence, là, ce que tu décris, c'est carrément chaotique, mais ça veut ressembler à quelque chose d'idéal. Et oui, tout à fait. Et nos enfants n'en ont rien à foutre d'entendre qu'on les aime. C'est une erreur de croire que dire à son enfant qu'on l'aime est suffisant. On doit avoir des comportements qui lui donnent le sentiment d'être respecté en tant que personne, pleinement intelligente, et d'être reçu dans ses compétences et l'amour. Et là, l'enfant se sent aimé. On s'approche de la fin de cette émission passionnante, Emmanuel. Peut-être dans le processus, c'est intéressant de redécrire, on le publiera peut-être d'ailleurs sur nos réseaux sociaux si tu es d'accord, sur le schéma de cette roue où il y a déjà, alors quand on veut être un ex-parent, il y a ce sentiment de deuil, de séparation, et puis ensuite on va vers justement cette alliance où on retrouve cette relation plus ajustée. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ces étapes ? Oui. D'abord, la première chose à dire, c'est que devenir un ex-parent fait partie de l'individuation de l'individu. Quand on a été parent, continuer à grandir, à croître, c'est passer par cette étape qui est une étape fondamentale, mais qui est presque un rituel aussi, de devenir un ex-parent. Et ça nous amène à 3 épreuves, en fait. La première épreuve, c'est l'épreuve de la séparation. Nos enfants ne sont plus nos enfants et nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils doivent partir, ils vont partir. Et c'est ça qui est sain. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve de la juste distance. Et souvent, c'est mal compris parce que l'enfant a besoin de développer, l'ex-enfant a besoin de développer une distance physique, émotionnelle, affective, psychologique et même spirituelle d'avec son parent. Mais cette juste distance, elle est pas, c'est pas se distancier dans le lien, c'est pas avoir moins de liens, c'est au contraire se distancer de l'image de l'enfant qui a été promue, créée par le parent. Et puis enfin, il y a l'épreuve du réajustement, et ça c'est la chose sans doute sur laquelle on a encore le plus de travail à faire dans nos sociétés, c'est d'accepter qu'en fait, notre relation, la relation à nos enfants ou la relation à nos parents va nécessiter des réajustements permanents, mais va aussi nécessiter qu'à un moment donné, on puisse s'offrir l'opportunité chacun d'exprimer sa vérité intérieure. Et ça, c'est fondamental. De la part du parent, ça peut être un acte de transmission essentiel qui va donner à l'ex-enfant un certain nombre d'éléments, parfois qui mettent des mots sur ce qui n'est pas su, etc. Il ne faut pas oublier que dans les familles, ce qui est douloureux, c'est de ne pas avoir accès à certaines informations. Donc la transmission de l'ex-parent
de la vérité, de sa vérité intérieure est fondamentale. Et puis d'être capable, en tant qu'ex-parent, d'entendre la vérité intérieure de l'enfant, c'est-à-dire comment il a vécu les choses. Oui. Et ça, c'est fondamental. Sinon, en fait, on reste dans la tension, dans les reproches, dans les luttes, plutôt que de faire le point, finalement. Et moi, je dis souvent à des personnes qui ont des parents âgés, vous avez à clore cette relation. Il faut clore cette relation du mieux possible. Et le mieux possible, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, on va avoir une bonne relation. Mais c'est d'avoir une relation la plus vraie et la plus authentique, de dévoiler la façon dont on a vécu les choses en tant qu'enfant, comme on les a reçues. Et quand je reçois des parents, de les préparer à entendre cette vérité. Oui, ce que je trouve aussi intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il y a vraiment cette espérance de dire, de voir ça comme un accomplissement d'un projet de longue haleine et de se dire, il est, comme tu disais, à durée déterminée, même si ça n'empêche pas de faire alliance et d'avoir ces relations ensuite, évidemment, où l'amour circule d'une autre... Voilà, c'est une autre manière ensuite de faire alliance. Mais ce projet de parents, il est terminé. D'ailleurs, il y a cette scène, je ne vais pas te la faire lire parce qu'on est un peu court en temps, Oui. mais du film de Colin Serrault que vous reprenez dans le livre, où Maria Pacôme, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais ça y est, elle veut vivre sa vie, elle en a marre, ses enfants, elle a tout donné pour eux, et maintenant, c'est à son tour de profiter. Donc il y a quand même, alors j'aime pas trop le terme profiter, mais il y a quand même cette idée de se dire que il y a un autre projet dans ce processus d'individuation à réinventer pour chacun, une fois adulte, de dire, bah voilà, j'ai investi le temps qu'il fallait à ce moment-là, et maintenant, c'est le temps d'autre chose aussi. Tout à fait. Je rencontre souvent des parents qui souffrent parce qu'ils considèrent ou ils ont l'impression qu'ils doivent continuer à rester des parents. Et donc, ils ajournent une partie de leur existence. Et donc, on travaille à ce droit de démissionner de sa fonction. Et c'est plus qu'un droit, c'est même un devoir, en fait, parce que ça va libérer le système familial de nombreuses loyautés. Oui. Hein. Mais oui, vraiment en acceptant et en expérimentant le fait de devenir un ex-parent ou un ex-enfant, l'être humain peut se libérer de nombreuses attaches, de représentations qui sont désuètes, sans renier pour autant ce qui fonde l'alliance, c'est-à-dire ce qu'on a reçu, ce que l'on a donné et ce que l'on a rendu. Exactement. C'est une très bonne conclusion. Merci pour ton esprit précis, très clair, comme l'est ce livre, avec de très nombreux exercices aussi. Je ne l'ai pas redit suffisamment, mais dans le livre, on peut se tester sur différents profils, manières de faire. Voilà, vous êtes à la fois, vous avez créé beaucoup de choses et puis inspiré de grands courants qui font école aujourd'hui. Je pense à ce passage où on peut travailler avec quelque chose qui est inspiré aussi de la thérapie Imago, par exemple. Donc tout ça, c'est vraiment passionnant. Alors je rappelle, Emmanuel, que ce livre que tu as coécrit avec ton épouse Marie-France, Vos enfants ne sont plus vos enfants, qui sort aujourd'hui tout juste aux éditions Erol. Je l'ai dit, c'est un diptyque qui fait suite à votre livre précédent, Vos parents ne sont plus vos parents, mais qui peut être lu, on l'a répété, indépendamment. Merci infiniment, en tout cas, Emmanuel, pour la générosité de tes partages autour de cette question passionnante de la parentalité qui est souvent oubliée dans ces relations, on l'a dit, d'adulte à adulte, y compris du jeune en devenir, en émergence, du jeune adulte en émergence. Pour celles et ceux qui souhaiteraient être accompagnés dans ce cheminement, suivre vos stages, des groupes, je rappelle aussi votre site internet qui est coeurdenfant.fr. Merci beaucoup, Emmanuel. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.